Merci en tout cas d'être avec nous. C'est vendredi, dernier jour de la semaine et nos amis sont toujours avec nous, toujours d'attaque pour cette émission que vous aimez beaucoup. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Un plaisir encore d'être avec vous. Même si on voit sonner, on voit pointer son bout de nez le week-end. On est en tout cas content d'être là. Heureux d'être là. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là bonsoir ce soir. Chez vous. Merci. Herman, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, je profite pour saluer la jeunesse de Montezo qui travaille à nous organiser la semaine commerciale de l'ALP. Donc je suis avec eux. Très bien. Alors, on salue donc tous ceux-là qui nous regardent partout en Côte d'Ivoire. On salue le maire de Saïwa, messieurs, et tous les maires. Enfin bref, toutes les autorités de ce pays, nous vous saluons. Merci de votre soutien. Tous ceux qui nous regardent de l'extérieur également, merci d'être avec nous. Alors, nous avons les chiffres, hein. C'est connu, on en parlait, et la CEI, donc, par la voix de son 4e vice-président, M. Bamba Siaka, a fait donc un point. Il a salué la mobilisation des citoyens et des agents de l'institution, en dépit de quelques petits incidents rapidement résolus. Le chiffre, donc, les chiffres sont annoncés, 1 461, dont 943, 157 nouveaux majeurs inscrits au cours de l'opération. Et vous avez également des demandes de mise à jour des données personnelles, 517 000 demandes, 924, des demandes de radiation des personnes décédées, 1207. Herman, quand vous avez du moins tous ces chiffres, Herman, déjà, quel commentaire? On devait recevoir 1,4 million de personnes, mais finalement... 1 million, 4 millions 5. 4 millions 5. Voilà, 4 millions 5 on devait avoir sur la liste. On a 1 million 400. On a 1 million 4, voilà. Personnes. Commentaire? Je dis d'abord, on constate quelque chose, hein, c'est que la dernière semaine, la semaine de prorogation, il y a eu beaucoup de primo-votants qui sont allés, comment on appelle, se faire enregistrer. C'est encourageant. Et d'ailleurs, on l'a suivi dans les 20h25, le premier numéro de 20h25 de Tidiane Thiam. Il est revenu sur cet aspect-là. C'est encourageant, mais cela montre que, contrairement à ce qu'on pensait, que les gens ne sont pas forcément hostiles à aller se faire enregistrer sur la liste électorale. Pourquoi ils ont traîné le pas alors? Ils ont traîné le pas parce que, comme on l'avait dit, il n'y a que le process pour pouvoir se faire enregistrer sur la liste électorale est souvent complexe. On ne va pas revenir sur les difficultés, les obstacles pour pouvoir avoir les documents qui sont, même, quand bien même, qui ont été faits gratuits pour les difficultés en termes de transport, d'accessibilité, pour pouvoir faire tous ces démarches administratives-là, pour pouvoir avoir ces documents-là. Donc ça constituait un blocage. Voilà pourquoi aujourd'hui on se dit que si c'était une opération qui était continue dans le temps, on allait forcément atteindre le grand nombre intéressant. Voilà pourquoi il faudrait qu'au niveau de la CEI, que les gens comprennent aujourd'hui qu'il faudrait penser à faire en sorte que, même si on ne peut pas avoir ça de façon continue, qu'on ait encore une autre période qui peut-être qui sera rationnelle, qui va permettre à ce que ceux qui se sont déjà apprêtés pour avoir leurs documents, qui les ont peut-être obtenus maintenant, et qui n'ont pas pu être dans la période de révision de la liste électorale, puissent pouvoir les accueillir. Moi, je pense que c'est encourageant. C'est encourageant que les gens commencent à s'intéresser, parce que quand même 1 million sur 4 500 000 personnes attendues, c'est pas rien. Ouais. Si le million qui a été enregistré réussit à aller prendre part aux élections, on a vu ici que souvent c'est 1,5 million. Il n'y a pas un grand nombre de personnes qui élisent un candidat qui devient finalement le président de la République. Donc c'est encourageant, mais il faudrait penser à donner une autre période pour que les Ivoiriens puissent aller se faire. Alors, total des requérants, il disait, on a 1 461 081 requérants sur la liste électorale au total. Herman l'a dit, on attendait 4,5 millions personnes. On a 1,4 million. Est-ce qu'on a un bon ratio selon vous? Ben moi, je pense que, comme je le dis très souvent ici, une comparaison, il faut la faire par rapport à un objectif. C'est vrai? Ici, on se dit 4,5 millions. 4,5 millions qui tient compte d'un ensemble d'éléments et de facteurs qui, je pense que si on trie encore, on aura peut-être des éléments encore moins. Mais ne perdons pas de vue qu'on vient de quelque part. Donc, je pense qu'il faut faire la comparaison par rapport déjà au processus de révision qui ont précédé. C'est-à-dire ceux de 2020, ceux de 2021, qui vont nous permettre d'avoir une idée claire. En comparant par rapport aux révisions passées, effectivement,
Je dis que cette fois-ci, il y a eu plus de personnes, parce qu'on a 1,4 million. Pour rappel, la révision qui avait eu plus de monde remonte à 2021, où on était autour de 900 et quelques mille personnes. Avant ça, en 2018, on était autour de 200 et quelques mille personnes. Donc, c'est dit quand même qu'il y a eu des efforts et des marges de progression qui ont été faites. Maintenant, quand je finis de dire ça, je pense quand même qu'il faut aussi nuancer. Quand on dit qu'il y avait des engouements ou l'engouement qui avait commencé à se faire sentir, il faut nuancer. Quand je dis nuancer, c'est-à-dire... En fin d'opération, hein, vers la fin de l'opération, il faut nuancer. Parce que justement, peut-être c'est une information que la CEI n'a pas marquée sur son visuel, mais il y a environ plus de 6 000 bureaux de vote qui n'ont enregistré personne, aucun requérant. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Aucun requérant. C'est-à-dire où personne n'est venu se faire enregistrer. Plus de 6 000. Est-ce que justement dans la cartographie de ces bureaux de justement, vote... c'est un des exercices que je pense que la CEI doit pouvoir faire. C'est-à-dire nous sortir une cartographie nationale qui nous montre effectivement le taux de participation à ce projet de révision. Ça nous permet de voir justement où il y a eu engouement, où il n'y a pas d'engouement, et pourquoi il y a eu engouement à tel endroit, et pourquoi il n'y en a pas eu ici. Pour que ça soit scientifique. Comme je le dis très souvent, c'est facile de regarder juste des chiffres, mais il faut avoir des approches plus scientifiques. C'est clair. Ça permet de comprendre et d'apporter les solutions idoines. Mais pas juste de dire que ça n'a pas marché ou que ça a marché. Mais il faut qu'on ait une approche plus scientifique. Parce qu'il y a, comme je le dis, plus de 6 000 où il n'y a eu personne. C'est-à-dire aucun requérant. Personne n'est arrivé. Personne. Alors que les équipes étaient mobilisées. Dans ces endroits-là. Donc, c'est-à-dire que quelque part, si on veut être un peu méchant, on dira, mais quelque part, c'est de l'argent qu'on a gaspillé quand même. Parce qu'on a payé du personnel, on a déplacé les équipes, et puis on n'a rien eu. Ça aussi, on pourrait le dire quelque part. Maintenant, où il y a eu un peu d'engouement, notamment dans les zones urbaines, parce que c'est plutôt dans les zones urbaines et autres, tout ça, je crois que c'est pour moi, comme je le dis, une interpellation pour les procédures futures, pour les révisions futures. Il faut qu'on comprenne que les révisions, comme Herman l'a si bien dit, et je suis d'accord avec lui, constitutionnellement ou bien selon le code électoral, se fait annuellement. Bien sûr. Chaque année. Révision. Moi, je veux voter. Je ne vais prendre part au processus prochain. Je ne vais pas attendre qu'on va me dire, il reste 3 semaines là pour réviser le processus, et puis j'allais chercher à faire mes papiers. Je commence à préparer mes papiers maintenant parce que c'est quelque chose qui va revenir de façon annuelle. Il faut qu'aussi on apprenne, nous, à notre niveau, à tirer les leçons des procédures. On ne va pas rester éternellement à se faire piéger par les mêmes choses à chaque fois. Il faut qu'à un moment aussi, on puisse montrer qu'on ne nous a pas surpris avec les choses, mais que nous, on voit et on veut participer à la vie de notre nation, donc on prend les dispositions dans ce sens. Mais justement, je reste avec vous, Élisée. Qui doit porter justement cette communication pour dire, attention, Ivoiriens, le train est passé, mais faites vos papiers, n'attendez pas qu'on ait une révision. Qui doit porter ce point? Mais je pense que dans un premier temps, c'est une prise de conscience citoyenne et personnelle. Citoyenne et personnelle. Individuelle. Voilà, ça c'est vraiment c'est une prise de conscience citoyenne. Ça veut dire que vraiment de l'individu lui-même d'abord. Maintenant, conformément au code électoral, la commission électorale, chaque année, doit pouvoir faire en sorte que cette révision se fasse. Et ça sera une période dans laquelle on va maximiser la sensibilisation et l'information. Tout en espérant qu'en amont, les citoyens ont pris la peine, en attendant éventuellement que la date arrive ou que le délai arrive, de se préparer pour attendre cela. Vraiment, moi, quand on finit de dire, c'est-à-dire qu'on finit de polémiquer, il faut qu'on s'asseye qu'on tire les leçons qui s'imposent. Et pour moi, les leçons qui s'imposent, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende les processus pour aller se bousculer au guichet. Il faut qu'on montre qu'on a cette volonté-là de participer à la vie de notre pays en choisissant nos dirigeants. Et donc, on se prépare en amont par rapport à ça. Très bien. Alors, Barry, au regard donc de tous ces chiffres, est-ce qu'il faut demander ou solliciter qu'on ait une révision, peut-être en début d'année prochaine, pour que justement tous ces Ivoiriens qui se sont préparés puissent également s'inscrire et voir le chiffre comme on dit en français, attendu, être réalisé? Non, en fait, c'est un devoir même au niveau des institutions, que ce soit la CEI ou les autres autorités compétentes. Il faut, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais il faut mettre tout en œuvre pour qu'en 2025, on permette aussi aux Ivoiriens, par exemple ceux qui auront 18 ans, à partir de janvier 2025, c'est des potentiels électeurs. Bien sûr. Donc il faut leur donner la chance de pouvoir participer aux élections en s'enrôlant. Maintenant, là où je veux revenir, c'est un peu plus sur les chiffres. Oui. Et il faut noter que ce n'est pas avant 2020, il y a quand même eu des opérations. Mais il n'y avait pas d'affluence parce qu'il faut noter qu'il y a aussi une partie de la classe politique qui appelait au boycott, notamment en 2020. Il y a certains acteurs politiques qui n'étaient pas d'accord avec le processus, qui ont appelé au boycott. Donc cette année, on n'a pas eu ce cas. Ça a impacté. On n'a pas eu ce cas cette année. À partir de 2021, la courbe est plus ascendante parce que tous les acteurs politiques majeurs ont appelé leurs militants à aller se faire enrôler. Tout à fait. Ce qui fait qu'en 2021, on a près d'1 million. Là, on a 1
461 000. Et le plus important, c'est qu'on a 943 000 primo-votants. Ça, c'est pour moi le chiffre le plus important, c'est celui-là. Ça veut dire qu'on a encore du potentiel. Le vivier est là. Il faut juste que les autorités compétentes mettent en œuvre les actions pour qu'on puisse, l'année prochaine, et comme Élisée et Herman l'ont rappelé, actionner le code électoral, enrôler les gens chaque année. Ça va leur éviter beaucoup de choses. Maintenant, autre chose que je voudrais dire, c'est que le salut, il est personnel. Voter n'est pas une obligation. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait de vous un Ivoirien? C'est votre certificat de nationalité. Vous n'avez pas besoin d'attendre un enrôlement pour avoir un certificat de nationalité. Un extrait de naissance, c'est une pièce très importante pour un citoyen. Alors, Barry, justement, je reste avec vous et la question sera ouverte à Herman et Élisée. Ça semble évident, peut-être pour nous, mais apparemment pas pour tout le monde, d'avoir des documents. Non, justement, c'est Pourquoi arrivons-nous à cette étape-là? C'est une question de compréhension. Oui. Peut-être c'est une question de perception personnelle. Oui. Comment je perçois un certificat de nationalité? Il y a des gens qui se disent qu'ils sont ivoiriens, même s'ils n'ont pas de pièce d'identité. Hein. Ils pensent qu'être ivoirien, c'est le facteur naissance. Mais vous le prouvez comment? Mais c'est le certificat de nationalité. Justement, il faut travailler les mentalités pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas pendant un processus électoral qu'il faut avoir son certificat de nationalité. Ton certificat de nationalité doit être avec toi au quotidien parce que c'est la pièce la plus importante pour un individu. Très bien, Barry. Alors, Herman, justement, comment on arrive, après on regardera un peu les demandes de radiation, mais comment arriver à ce que, de façon naturelle, les Ivoiriens puissent avoir leurs documents, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas, pour éviter de courir lorsqu'il y a ce genre d'action gouvernementale? Moi, je ne crois pas que les Ivoiriens n'aient pas envie d'avoir des documents. Souvent, il y a des gros challenges pour pouvoir avoir des documents. Allez-y simplement chercher à obtenir, comment on appelle, un certificat de nationalité à la justice. Moi, j'ai essayé de faire ça souvent pour mes enfants. C'est pas, vous partez aujourd'hui, vous demandez, si vous ne rentrez pas dans le circuit, c'est peut-être dans des semaines après, vous allez revenir. Bon, vous savez, on a parlé, aujourd'hui on va ouvrir ce débat-là, mais je veux dire qu'il y a véritablement des problèmes, des challenges pour pouvoir avoir auprès des services compétents. Vous prenez même, qu'est-ce qui a découragé les Ivoiriens par rapport au certificat de nationalité, à la carte nationale d'identité? Avant que cette nouvelle gestion arrive et qu'on sente une certaine célérité dans l'acquisition, on a vu ici, les gens sont allés s'inscrire des années, qui n'ont pas pu obtenir leur certificat de nationalité, les 5 000 francs qu'ils avaient payés finalement. Il y en a qui sont en train d'attendre cette carte d'identité qu'ils ont faite avant que ce nouveau DG-là soit là. Donc voici ce genre de faits-là qui découragent finalement l'Ivoirien à s'intéresser à cela. Souvent, vous partez dans les services bancaires et autres. On vous dit que votre CNI, par exemple, vous avez besoin de prouver encore d'autres choses sur les CNI. Donc, voici, à un moment donné, voici tous ces éléments qui ont fait que les Ivoiriens... Et puis, n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a plein d'Ivoiriens qui n'ont pas d'extrait de date de naissance. Et ça, je crois qu'avec l'UNICEF et autres, et les organismes internationaux, il y a des opérations pour pouvoir faire des audiences foraines, pour pouvoir... Voici ces éléments-là que je pense que le gouvernement doit pouvoir adresser pour qu'on puisse... Élisée, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, justement. Oui, moi, je partage l'avis d'Herman sur la question du fait que certains n'ont pas les papiers. Ouais, ce qu'il dit est juste. Il faut reconnaître quand même que jusque dans un passé récent, l'acquisition de pièces comme le certificat de nationalité et bien d'autres papiers administratifs, même... comment vous appelez ça? Ce qu'on prend pour la justice, là, comment vous appelez? Le casier judiciaire. Tout ça, il fallait débourser de l'argent. À une certaine époque. Il fallait débourser de l'argent. Et puis même quand on débousse de l'argent, il fallait s'assurer d'avoir le bon tuyau pour avoir ce document-là. Herman a parlé de circuit, vous parlez du bon tuyau. Non, quand on vous demandera d'expliquer. Oui, bien sûr, pour avoir ce tuyau pour avoir ce papier dans le temps. Il arrivait parfois où quand on demande, on va faire ce papier-là, on vous dira par exemple, pour un papier qui semble aussi anodin, on vous dira par exemple qu'il faut passer dans 2 semaines, soit même dans 1 mois, alors que vous le vouliez pour faire quelque chose qui est immédiat, peut-être dans 2 jours, dans 3 jours. Et si vous voulez donc l'obtenir dans ce délai, on vous dira il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on a les mêmes difficultés? C'est ce que je dis, j'ai dit un passé récent. Donc c'est des réalités. C'est vrai qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'entre-temps, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, mais d'un passé récent, c'est des choses quand même qui se faisaient. Et ça a contribué à décourager bon nombre de personnes qui avaient la motivation de faire des papiers. On ne le fait pas.
si on n'a pas d'urgence. Parce qu'on se dit, mieux vaut garder ces 5 000, ces 10 000 ou ces petits 20 000 sur soi, ça peut servir à quelque chose que d'aller les livrer à quelque chose pour un papier dont on aura besoin peut-être dans, je vais dire, pour une procédure ou bien pour une activité dans 6 mois, dans 5 mois. Donc il y a tout ça aussi qui a contribué. C'est pourquoi moi je salue cette volonté des pouvoirs publics de digitaliser vraiment tout le processus, de sorte qu'on enlève de plus en plus d'intermédiaires dans le circuit pour que directement l'argent soit versé vraiment dans le trésor public et que les gens aient leur papier comme il se doit pour éviter. Parce que plus il y a d'intermédiaires, plus il y a des risques de déperdition. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc ça, c'est déjà bon qu'on veuille informatiser, digitaliser l'administration parce que ça va nous éviter vraiment de tomber dans ces challenges-là. Alors, messieurs, juste un mot sur la radiation des personnes décédées. C'est très important. Des personnes sont venues dire attention. Sur la liste électorale, il y en a qui ne doivent plus y figurer parce qu'elles ne sont plus là. Cette action-là a été fortement recommandée par la CEI, qui a été faite. Barry, vous commencez et puis on termine. Un petit mot là-dessus. Non, moi, là c'est le chiffre qui me paraît un peu le plus faible. 1207, c'est quand même un chiffre, il faut le dire honnêtement, c'est très peu. Je ne connais pas le taux de décès annuel, mais je sais que c'est les 1207. Mais déjà, au moins, on a 1207. Non, je veux dire que la CEI, souvent les gens ont tendance à tomber sur la CEI s'il y a un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il y a des centaines de personnes ou des milliers. Est-ce qu'elles ont prouvé justement? Mais justement, il va falloir prouver. Il va falloir prouver. Il va falloir prouver, mais je reste convaincu que, et je ne sais pas pour quelle raison, mais le chiffre des radiés, là, il me paraît faible. D'accord. Écoutons Herman et on termine avec Élisée rapidement. Mais moi, c'est une comédie, quoi. Qu'est-ce qui est comédie, Comment est-ce que vous estimez quelqu'un qui a perdu un proche va aller chercher à le faire retirer d'une liste électorale? Comme si c'était une urgence. Dans tous les cas, son proche ne va pas voter, normalement. Il n'est pas là. Oui, mais il faut le prouver. Ce qui est plus, je pense, qui est cartésien pour la CEI, quelqu'un qui est plus objectif pour la CEI, c'est de recouper, croiser les chiffres avec les certificats de déclaration de décès et autres. Au niveau de l'administration, au niveau des hôpitaux, je dis même s'il faut... J'avais suggéré qu'au niveau des médecins qui déclarent, qu'il y ait peut-être une plateforme. En même temps, les médecins, lorsqu'ils constatent les décès, oui, bien sûr. Avant que même quelqu'un meure dans un village, on constate son décès, pas un médecin. Donc, quand il le fait, là, il enregistre quelque part et puis vous avez le nombre. Pourquoi est-ce que c'est 1207? Mais parce que les gens, leurs parents sont morts, ils estiment que leurs parents n'iront pas voter. Pourquoi ils vont aller leur dire, aller dans un fichier électoral pour dire oui, je suis venu, je vais retirer mon oncle là parce qu'il est mort. Il ne sait même pas si son oncle même est là-bas. Le point, alors le point, c'est qu'il faut quand même pouvoir signaler les personnes qui ne sont plus. À l'effet qu'elles soient retirées, mais Élisée réagissait. Je veux rassurer. Et on termine avec. Je veux rassurer Herman. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, il y a 4 ou 5 jours, quand on parlait en fait du bilan de la révision de la liste électorale, je vous ai dit qu'il faut le retenir, et ça c'est fondamental. Il y a 1 400 000 et quelques requérants. Il n'y a pas 1 400 000 et quelques inscrits sur la liste électorale. Requérants. Ça, il faut. Parce qu'après, il y aura des croisements. Parce qu'ils vont traiter. La liste sera traitée par la suite. Puisqu'après, ils vont croiser avec les fiches du ministère de l'Intérieur, de l'État civil, qui a la liste des personnes décédées. Ils vont croiser avec la liste du ministère de la Justice, qui a la liste des personnes déchues de leurs droits civiques. Ils vont croiser avec la liste de l'ONESI, pour pouvoir effectivement mettre le nom de ceux-là qui auraient omis les noms des parents et des mères et tout ça. Donc, il sera traité par la suite. Ça, c'est ceux qui sont délibérément venus. Moi, par exemple, je sais, c'est un exemple que je prends. J'ai un frère ou j'ai une connaissance qui est décédé, mais qui a voté, qui est un parent dont j'ai le certificat. Je vais à la CEI, je dis, ah, mon frère là, il est décédé. Je présente en note. C'est ça qu'elle est 1207 là. Mais ce n'est pas la fiche de l'état civil qu'il a remis à la CEI là qui nous donne les 1207. Il vient signaler. Vous allez voir que quand l'état civil va vous remettre après la liste des personnes décédées, on aurait un nom supérieur à ça. Et quand on va vous donner la liste définitive après des personnes qui ont été ajoutées à la liste électorale qui est déjà le fichier existant, on ne sera plus à 1 400 000 requérants. Parce que forcément, il y aura des éléments à l'intérieur, voilà, des déperditions qui vont être estimées. Donc ça, c'est important de le noter. Donc je rassure Herman que c'est prévu. C'est comme ça que c'est fait en fait, en réalité. Sinon, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu un matin pour dire non, j'ai le verdict de, comment on appelle ça, du procès de Laurent Gbagbo, enlevé sur la liste qu'on a enlevé Laurent Gbagbo. C'est venu du ministère de la Justice pour dire que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civiques. Et c'est comme ça que la CEI note ça sur comment on appelle ça, la Élisée, on se croyait
en face d'un fonctionnaire de la CEI. Alors, merci beaucoup. C'est juste de l'information. Il faut rassurer, il faut dire quand même que le processus est encadré donc par les textes de loi, transparents, et forcément, au fur et à mesure, nous serons donc informés de tout ce qui se passe. Dans tous les cas, c'est un sujet que nous allons suivre en espérant qu'en 2025, avant les élections, on ait peut-être le temps d'avoir encore une révision. Cela pourrait aider pas mal d'Ivoiriens. Nous recevons maintenant pour vous, chers amis téléspectateurs, les membres de la First Team. Nous commençons par M. Koné Oumar. Bonjour, M. Koné. Comment allez-vous? Vous êtes entrepreneur, membre de la First Team, et M. Adjobi Florent, chargé de communication de la First Team. Alors, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est justement que la First Team? Bonjour à tout le monde, je vous remercie. Notre plaisir. Alors, la First Team, nous sommes un groupe d'amis. Nous nous sommes rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Il y a 5 ans de cela, apparaissait sur Facebook un groupe qu'on appelle TDN, entendons par là Tournoi des Natifs. Et les principes de ce groupe étaient de réunir tous les natifs de mois de façon particulière, sinon de jours de façon particulière, afin qu'on puisse organiser des tournois de football. L'optique était de se rassembler, de raffermir les liens, et les mois étaient un prétexte. Donc, ceux qui étaient nés en janvier, février, mars, etc., se rencontraient. Et nous sommes nés en décembre. Donc, nous nous sommes rencontrés. Et étant donné que dans chaque mois, il y a des jours, nous sommes nés le 1er décembre. Donc. 1er décembre. Voilà, donc, du coup, en décembre, c'est-à-dire le groupe de décembre s'appelle les Titans. Et dans le même groupe de décembre, étant né le 1er décembre, nous sommes la First Team, parce que c'est le 1er décembre. Donc, voilà un peu, disons... Et comment on appelle ceux qui sont nés en novembre? Bon, je vous assure que je n'ai pas le nom. Très bien. Alors, il faut retenir que vous êtes... Oui. Ceux qui sont nés en mai, on les appelle les meilleurs. Les meilleurs, oui, ça mais, donc meilleurs, M-A-Y, et puis donc ils font... Très bien. Alors, vous êtes engagé dans la lutte contre le sida, c'est cela? Oui. Très bien. Élisée, question? OK. Et qu'est-ce qui est prévu? Et parce que je sais que vous êtes là en prélude à une activité qui va avoir lieu probablement le 1er décembre. Qu'est-ce qui est réellement prévu? Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire un bilan succinct des actions que vous avez menées depuis la création du groupe First Team, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Alors, cette année, nous avons prévu, comme on le fait d'habitude, nous avons prévu mener une action sociale, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le 1er décembre est affilié à la Journée mondiale de lutte contre le sida. Donc, chaque année, à cette occasion-là, nous menons une action sociale pour justement accompagner... le gouvernement, pour accompagner les ONG qui travaillent dans ce sens-là. Et cette année ne sera pas différente des autres. Voilà. Très bien. Barry, question? Vous êtes au nombre de combien dans le groupe First Team? Et par le passé, les activités que vous avez menées, quelle innovation vous apportez en dehors du sujet SIDA, en fait? Alors, nous avons cette chance aujourd'hui justement d'être sur le plateau pour parler de cette activité. Mais les autres années, nous n'avons pas eu le temps de communiquer. Donc, sûrement la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu parler de nos actions. Sinon, chaque année, nous menons des actions. Dans notre groupe, de façon principale, nous sommes à peu près une centaine, nous gravitons à peu près une centaine. Mais il faut rappeler que la plupart, ce sont des travailleurs. Donc, nous menons nos activités, pas forcément de façon physique, mais même à travers WhatsApp, à travers les réseaux sociaux. Donc nous n'avons pas vraiment l'occasion de nous rassembler toujours en nombre exact. Très bien. Herman? Je ne sais pas si vous savez, le 1er décembre, ça coïncide avec une lutte contre le VIH-Sida. Oui, j'imagine que votre action, souvent sociale, est portée sur cela. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres qui vous ont peut-être interpellé à mener cette lutte-là? Et puis, c'est quoi la sérophobie finalement, contre laquelle vous luttez? Justement, ça tombe bien. Alors, nous avons des chiffres. Bon, je n'ai pas peut-être les chiffres exacts. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques semaines de cela, de rencontrer une ONG, justement, qui s'appelle ONG Femme Active, qui également lutte contre tout ce qui est séropositivité, tous les enfants qui sont atteints de sida, une lutte préventive, etc. Et en échangeant avec eux, justement, ils nous ont donné des chiffres qui nous ont aussi alarmés. Mais Dieu merci, beaucoup de choses vont dans le sens parce qu'il y a certaines personnes, sinon de bonne volonté, qui les accompagnent chaque année. Et généralement, à la veille de Noël, voilà, chaque année, il y a des actions qui sont menées dans la commune de Koumassi, Port-Boué, même à l'intérieur du pays. Voilà un peu. Nous n'avons pas totalement les chiffres, comme je l'ai dit, c'est eux qui les ont, puisque nous, notre travail n'est pas dans
dans la lutte directement contre le sida. Nous sommes juste une association d'amis et nous nous sommes dit que comme le 1er décembre coïncide avec cette journée-là, nous menons des actions. Mais nous ne sommes pas des spécialistes justement de la question sur le sida. Mais est-ce que vous restez réceptif à des sollicitations éventuelles? Je prends un exemple. On a peut-être une association d'enfants peut-être qui souffrent du sida, qu'on encadre et autres, tout ça. Est-ce qu'on peut solliciter votre First Team pour voir dans quelle mesure apporter un peu de gaieté aux enfants, apporter un peu d'accompagnement? Nous sommes vraiment ouverts. C'est possible. Nous sommes ouverts parce qu'il faut préciser. Alors, lorsqu'on va solliciter la First Team, nous agissons à titre personnel. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons comme action provient de notre poche. Nous n'avons aucune subvention. C'est une difficulté que vous avez? Ou difficulté, juste, entre guillemets, pas vraiment une difficulté parce qu'il n'y a pas une somme prévue pour lutter contre le sida. C'est ça, c'est 1000 francs, 2000 francs, c'est suffisant. Voilà, donc je veux dire que ce n'est pas vraiment une difficulté parce qu'on peut toujours dégager quand même de l'argent. Mais l'argent ne suffisant jamais, on a toujours besoin d'être accompagné. Mais l'objectif principal, justement, c'est d'envoyer le peu que nous avons pour accompagner ceux qui sont dans les difficultés. Au-delà de cela, est-ce que vous avez des challenges récurrents pour Monsieur Koné, ce serait bien de vous entendre aussi. Est-ce que la First Team a des challenges récurrents qui souvent bloquent ou ralentissent son action? Bon, challenge, proprement dit. Bon, comme on l'a dit, on ne se voit pas à tout moment. Donc, les challenges, peut-être, c'est pouvoir se voir régulièrement et puis, voilà, fixer des objectifs un peu plus, voilà, plus aller élevés peut-être, parce qu'on a eu à faire des démarches au ministère, non? Et nous ont dit, quand nous avons dit que nous fonctionnons sur fonds propres, nous ont dit, mais vous pouvez être une ONG. Non, pour le moment, on ne peut pas être une ONG. On essaie de faire avec les moyens de bord et puis avec les mains. Donc, le challenge, c'est ça, c'est d'accroître un peu, d'avoir un peu plus de nombres. Voilà, et puis les cotisations, et puis faire un peu plus, quoi. Maintenant, sortir d'Abidjan à l'intérieur, parce que tout ne se passe pas à Abidjan. Bien sûr. À l'intérieur du pays, il y a des familles, vraiment. Donc, le challenge, c'est ça, pour les années à venir. Donc, très bien. Voilà. En espérant en tout cas que tout se passe bien pour vous. Un dernier mot, monsieur le chargé de communication, monsieur Adjobi. Un dernier mot, déjà, c'est encore une fois de plus réitérer nos remerciements envers la direction de Live TV. Merci également à vous, les chroniqueurs qui abattez un bon travail. Nous vous suivons tous les jours. Merci. Et nous vous encourageons. Merci beaucoup. Rarement on entend ça et on lit ça en tout cas. Merci beaucoup de je vous ai même suivi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la question d'hier. Alors là, ce qu'on voulait dire, c'était vraiment de demander à tout le monde de se joindre à une action sociale le 1er décembre. Parce que la question du sida ne concerne pas que une ONG, une entité ou que le gouvernement. Je pense que c'est une question qui touche chaque famille de Côte d'Ivoire. Donc, nous essayons de faire ce que nous pouvons chaque journée. Et demain, à cette occasion-là, nous allons mener une action sociale à Koumassi, si je peux dire l'ONG avec laquelle nous nous affilions. Bien sûr, bien sûr. Qui est l'ONG Femmes Actives. Donc, demain, déjà, à partir de 10h, nous serons à Koumassi. Nous allons accompagner un certain nombre d'enfants en apportant des vivres, des petits cadeaux. Et ils vont préparer comme ça leur Noël. Donc l'appel que nous pouvons lancer, c'est que nous sommes la First Team. Chaque année, nous agissons en ce sens-là. Si des personnes veulent nous accompagner, c'est ouvert, nous avons des contacts et nous sommes très transparents. Très bien, alors je pense qu'on peut vous donner la capacité de donner vos contacts, allez-y. D'accord, je vais laisser M. Kono Omar donner quelques contacts. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Le 07 57 87 97 11. Très bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Monsieur Adjobi Florent, vous êtes le chargé de communication de la First Team. Merci. Et Monsieur Koné Omar, entrepreneur, membre de la First Team. Trésorier. Trésorier. Ah d'accord. Bon, là, vous avez dit membre, après vous dites trésorier. C'est bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Dans la même veine, on va dire, on va recevoir maintenant une dame, Madame Awa Diallo. Awa Diallo est entrepreneur, mais elle a un parcours assez inspirant qui nous donne envie de le partager à tous aujourd'hui. Alors, elle a commencé de la lingerie, des bijoux, voilà, sous un parasol à Abidjan. On sait comment les parasols sont, hein. Ce n'est pas des choses très développées, mais c'est juste pour démarrer. Et avec le courage et la persévérance, elle a continué donc son commerce. Et elle a même poursuivi ses études et a obtenu avec brio son baccalauréat. Ensuite, le BTS. Ensuite, le concours à l'INFAS. Merci d'être là ce soir, Awa Diallo. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons décidé de vous mettre en lumière à cause de votre foi, à cause de votre parcours, la résilience et du courage surtout.
Alors, quand vous démarriez, nous étions en quelle année, par exemple? On va dire 2009. 2009, sous un parasol. Est-ce qu'il y a des personnes qui croyaient en vous là, à cette époque-là, sous ce parasol, avec les petits bibelots, les petites choses que vous vendiez? Est-ce que les gens disaient ça va marcher ou les gens disaient oh, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est un truc intéressant. Hein. Voilà. Beaucoup de personnes me disaient de ne pas faire. Pourquoi? De me concentrer sur les études. Parce que vendre au bord de la route, ça ne faisait pas respectable et tout. Et puis, je précise que j'avais des gens qui s'occupaient très bien de moi. Donc, ils n'aimaient pas vraiment ce que je faisais. Mais moi, ça me plaisait. Donc, quand je n'avais pas cours, je partais là-bas. Pour vendre. Et après, donc, cette étape-là, le commerce et l'activité ont grandi. Vous alliez commerce et santé. Pourquoi? Bon, on va dire que ma première passion même, c'est être sage-femme. Parce que je voulais vraiment faire ce métier, exercer ce métier. Et puis donc, j'ai décidé d'aller à l'INFAS. Mais après, je veux dire, j'étais entre les deux passions. Mais le commerce a pris le dessus sur la santé. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, chers amis, qu'elle a-t-il pris le pas sur la vocation? Mais elle est restée avec les femmes. Ce qui est intéressant, c'est une question. Elle faisait la lingerie, elle continue de chercher à aider les femmes. L'argent a pris le pas parce que Élisée, elle est la plus importante grossiste de lingerie aujourd'hui en Afrique. Elle a des clients en Afrique de l'Ouest avec des points de vente à Abidjan dans le reste du pays, des clients à travers l'Afrique. Dans un moment donné, quand l'argent... Ça me pose la question, l'argent a-t-il pris le pas sur la vocation? Madame Diallo. Mais vous avez entendu la lingerie, qu'est-ce qui se passe? Tout doucement. J'explique. Non, Herman, expliquez. Question. Attendez, Élisée va prendre la parole, après vous aurez la parole. Question. Allez-y, Élisée. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que, en tout cas, on a vu, vous avez une passion pour la santé. Oui. On sait généralement que la santé, excusez-moi, pas que les autres métiers ne soient pas des métiers de vocation, mais c'est vraiment des métiers de vocation. Pour moi, je considère que c'est l'un des métiers de vocation qui existe. À l'excellence. Voilà. Et là, vous aviez aussi une passion qui était le commerce. Et aujourd'hui, en tout cas, pendant que vous êtes sur le plateau ici, je ne dirais pas que la santé semble être reléguée, mais le constat qu'on fait, c'est que vous êtes à fond dans dans l'activité entrepreneuriale. Est-ce que l'argent a-t-il pris le pas sur la vocation? Je dirais non, c'est une continuité. Vous savez, je ne sais pas si je peux le dire, mais... Allez-y. La santé, c'est d'abord... La santé féminine, c'est d'abord les dessous. Longtemps, il y a eu une information, je dirais une intoxication, parce que les gens disaient que... Erronée, une information erronée qui disait que 90% des infections sont dues... sont reliées au sexe, en fait. Voilà. Mais pourtant, non. Beaucoup de personnes accusaient les hommes parfois pour dire dès qu'il y a une infection dans la maison, on dit il a encore amené les infections. Mais aujourd'hui, je vais vous surprendre, mais vous dire que 90% des infections proviennent des bactéries, des dessous maltraités. Parce que ici, en tout cas... Les femmes comme les hommes ou des femmes? Les femmes comme les hommes. Les femmes comme les hommes. Les dessous en général. Parce que les gens gèrent très mal le séchage, je dirais par le séchage. Parce que si je dis le lavage, il ne faut pas que les gens pensent que je dis qu'ils ne savent pas laver. Donc je vais dire le séchage. Parce que... on sèche très souvent dans des endroits ambigus. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la douche, il n'y a pas d'ouverture, merci, c'est humide. Puisqu'on veut cacher en fait ces dessous et pas les exposer. Voilà, malheureusement, c'est cela. Alors que les dessous doivent être affichés au grand soleil, ou repassés à faire chaud pour éliminer le plus grand. Surtout, les médecins disent aujourd'hui d'utiliser le coton sans dire les conséquences du coton. Le coton, il retient beaucoup l'humidité, il retient beaucoup les germes, les bactéries, parce que quand ce n'est pas séché en plein soleil, ça fait beaucoup de dégâts. Donc vous conseillerez quoi? La lingerie avec, je ne sais pas, l'autre, il y a le coton et puis il y a... vous conseillez pour les hommes et les femmes? Mais pourquoi tu fais forcément... Mais bien sûr, parce qu'elle a dit... Il y a les hommes en lingerie. Elle a dit... Bon, répondez à la question. Bien sûr, il y a les hommes en lingerie. Quand on dit la lingerie, non, expliquez ce que c'est que la lingerie. Parce que franchement, je vous trouve... Mais qu'est-ce que vous avez... Herman, non, tout doucement. Qu'est-ce que vous avez ce soir, messieurs? Alors, expliquez à ceux qui nous regardent pourquoi on parle de lingerie féminine
et de dessous masculin. Si la lingerie semble un peu gêner nos amis sur le plateau. En fait, la lingerie, parce qu'on a tendance à attribuer la lingerie aux femmes parce que c'est plus sensuel. Voilà. Et donc, c'est plus... Sinon, c'est pareil, en fait. Juste que c'est des sous-vêtements. Voilà. Donc, c'est les mêmes consignes, n'est-ce pas, de propriété aux deux. Très bien. De très bons séchages, j'insiste là-dessus. Donc, je dirais que les dessous que moi, je conseille, d'accord, c'est de faire attention au textile. Le lycra, par exemple. Aujourd'hui, beaucoup de maisons de production font très attention au lycra. Donc, on a le lycra de qualité aujourd'hui. On a le coton aussi léger, séchage rapide, qui est adapté vraiment à chez nous, qui sèche très rapidement. Mais on a aussi le coton brut, parce que c'est quoi ici les gens appellent le coton, c'est le coton brut. C'est le coton qui n'est pas vraiment bien travaillé, parce que parfois quand je vois les clients qui disent mais pourquoi ça c'est plus cher alors que l'autre est plus lourd? C'est à cause de la qualité du Parce que les gens pensent que systématiquement, parce que c'est lourd, non, c'est pas ça. Ce qui est lourd, au contraire, même, doit être moins cher parce que c'est pas raffiné. Ce qui est léger est plus raffiné, a été plus travaillé. Même certains sont étonnés de savoir qu'il y a la dentelle en coton. Mais il y a des dentelles aussi qui sont vraiment en coton, qui peuvent être conseillées. Alors, permettez à Barry qui sourit beaucoup. Franchement, il faut te calmer. Barry va faire le truc. Il va poser la question. Alors, Barry, tout à l'heure, Christelle, en introduisant votre parcours, elle a dit que vous êtes passé du commerce à la santé, de la santé, retour au commerce. Quel message vous pouvez donner aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont peut-être dans la fonction publique ou dans le secteur privé, mais qui ont pour passion de faire les affaires? Quel message vous pouvez leur donner? Réfléchissez bien. Déjà, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être fonctionnaire et puis en même temps entrepreneur. Hein. Oui, il faut faire un choix. Mais avant de faire le choix, il faut réfléchir. Parce qu'on peut très vite regretter le choix. Voilà, je dirais ça comme ça. Parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Ça fait quand même 14 ans que j'exerce cette activité. Je sais que c'est difficile. Ce n'est pas facile de tenir, surtout quand on a beaucoup de charges. La fonction publique, c'est la garantie. C'est l'assurance. Donc, si vous hésitez, déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Il vaut mieux rester dans le truc. Mais moi je ne vais pas faire... je ne vais pas vous dire, allez-y, l'entrepreneuriat, non. Moi, je vais vous dire de rester. Quand vous serez prêt, vous n'hésiterez pas. Très bien. Herman? Moi, ma question aujourd'hui, parce qu'on voit que vous avez étendu vos affaires. Vous avez commencé avec un conteneur de 4 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est beaucoup de succursales un peu partout. On peut estimer votre chiffre d'affaires aujourd'hui pour que ça impressionne les jeunes entrepreneurs qui veulent commencer aussi pour réaliser. Il y a des professionnels, hein. Faut pas oublier ça. Alors, si c'est gênant, non, apparemment, c'est gênant. Ça permet de voir le chiffre d'affaires, c'est tout c'est pas les bénéfices. Je dirais que le groupe MGA, en fait, je dirais que c'est un groupe. Pour que ce soit plus clair pour tout le monde, c'est un groupe. Je ne suis pas seule dans l'activité. Pour que ça ait un si grand... il faut que je précise que j'ai des fournisseurs qui me font confiance, qui me donnent des articles vraiment de très gros montants pour travailler. Par exemple, le plus gros montant? J'ai un seul fournisseur, par exemple, actuellement, qui a un stock de 120 millions. De marchandises. Et vous arrivez à écouler cela? Oui. Donc, nous écoulons et puis après, nous faisons le point. Donc, je ne suis pas seule dans le groupe, mais je dirais que le stock du groupe MGA peut... Aujourd'hui, j'ai changé parce que je dis MGL, c'était le meilleur grossier de la lingerie. Mais je fais MGA pour mettre en avant le groupe. Voilà. Donc, MGA peut estimer le stock disponible à 300 millions. Très bien. Et les partenaires que vous avez, du moins ceux qui viennent vers vous en Afrique comme à l'extérieur, enfin, je veux dire, en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, comment est-ce que vous avez pu justement réussir à lancer votre toile, du moins, voilà. Le marché extérieur. J'étais dans l'impossibilité de toucher tout le monde. Parce que déjà, il faut dire que je travaille plus avec du déstockage. Du coup, il fallait... Avec les arnaques, il fallait faire très attention. Donc, j'ai ouvert un service qui est le partenariat. Donc, avec le partenariat que j'ai lancé, j'ai beaucoup de partenaires, des personnes qui sont prêtes financièrement, qui me contactent et qui me représentent. Du coup, ils utilisent le nom et le logo de l'entreprise dans la localité. Un peu comme des franchises. Un peu comme des franchises, voilà, mais de façon vraiment... Moi, je veux saisir cette balle-là au bon, justement, la question des franchises, parce que plusieurs vous suivent. Certainement qu'il y a des dames qui sont très intéressées
quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir faire partie de cette franchise-là éventuellement? Pour avoir une franchise MGL. Pour avoir une franchise MGL, il faut nous contacter parce que c'est un secret professionnel. Ça, par contre, c'est vraiment très sélect. C'est délicat. Vraiment, voilà. Je ne peux pas dire comme ça. Très bien. Vous allez me donner votre contact après, parce que je suis le premier inscrit. D'accord. Voilà, suite. Alors, vous avez combien de travailleurs avec vous? Actuellement, nous avons 25 employés. 25 employés. Évidemment, votre entreprise est enregistrée, reconnue normalement, légalement. Très, très bien. Vous avez 25 employés. Quelles sont vos prévisions? Bon, Pour les fêtes, peut-être. Non, peut-être en termes d'employés, voilà, Ah, l'étendue de Sur le long l'activité, terme, sur le long quoi. terme. Sur le long terme, en fait, moi, je ne veux pas trop miser sur le nombre d'employés, mais je veux miser sur le nombre de jeunes qui pourraient être indépendants par mon canal. Des petits entrepreneurs ça. aussi. Voilà. Moi, Lever j'installe des beaucoup. entrepreneurs. Voilà, Très bien, j'installe très beaucoup. Je n'emploie pas en tant que tel. Très Quand bien. j'emploie, la plupart du temps, c'est pour une formation. Quand je forme la personne, c'est après, je bien. peux installer la personne. Voilà. Très bien, Très c'est bien. très, très bien ce que Voilà un vous faites. modèle économique. Et est-ce que intéressant. c'est un vivier qui est très... la lingerie On change. Non, je Herman- te dis ça par expérience parce que je vais là-bas pour acheter des soupes mes filles, en fait. Donc, c'est des choses qu'on change pratiquement tous les 2 mois. Il faut leur prendre une douzaine de Mais voilà. attendez que... C'est pour te dire que c'est comme, comme on mange, on change de dessous. Mais moi, je ne savais pas que j'étais actionnaire, en fait. Non, je ne suis pas actionnaire. Je vais prendre des Permettez soupes mes qu'on filles. continue, mais mon Dieu, franchise. c'est une thématique qui est assez difficile. Elle n'est Alors, pas difficile du tout. les dessous, enfin, ça marche bien. C'est un bon business. Vous conseillez les investissements dedans, dans ce secteur-là? C'est un très bon business parce que ce n'est pas quelque chose qui va être démodé. Voilà. Herman, chaque 2 mois, il change. Hein. Voilà. Et puis, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui va être démodé. C'est pas quelque chose aussi qui est select. C'est pas quelque chose qui est pour les VIP. C'est ça. Non, c'est surtout le nôtre, en tout cas, il est Il est accessible accessible, ouais. à toutes les couches sociales. C'est-à-dire que peu importe ton budget, tu peux avoir même le SMIC, c'est-à-dire que même moins que le SMIC comme salaire, tu peux avoir des lingeries chez nous chaque mois. Parce que nous avons des lingeries de 12 paquets à 3 000 francs, de 12 paquets Ah, à ça, c'est 2 très 500 bien. francs. Donc, du coup, tout comme nous avons aussi les unités à 5 000, à 10 000, je veux dire que nous servons tout le monde dans notre entreprise. Donc, c'est un business qui ne va pas se démoder. C'est un business Forcément. qui n'a pas de période. C'est clair. Ce n'est pas pour dire que c'est uniquement en décembre. Non, c'est un business qui est sur le long terme, qui est utilisé tous les jours. Donc, c'est une très bonne activité. Par contre, il faut rester constant et puis il ne faut pas tabler tout de suite l'argent. C'est pour ça que je sourissais quand le monsieur a dit est-ce que ce n'est pas l'argent qui a pris le Vous dessus? souriez, ouais. Parce que le business de la bien. lingerie, c'est très lent. Ce n'est pas quelque chose qui va monte rapidement. Non, qui va vous rapporter de l'argent parce que c'est des trucs, vous avez des bénéfices de 100 francs, 50 francs, donc c'est vraiment minime, mais c'est le volume, comme il C'est a ça, en dit. quantité, Si c'est tu- ça. voilà, si chaque mois ou chaque 2 mois, vous avez des personnes qui peuvent venir changer des dessous, donc ça vous donne. Et puis c'est aussi la santé. Merci beaucoup, Awa Diallo. Bravo très pour ce que vous faites. Et vous avez lancé un message à ces femmes-là. Vous préférez plutôt installer, du moins installer, au lieu de prendre des personnes qui travaillent pour vous. Vous êtes basé où? Nous sommes basés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la Riviera 2. Nous sommes à 100 mètres de la radio Alpha. Il y a une boutique là-bas. Et puis nous sommes aussi dans les vêtements enfants. Nous avons aussi une boutique en face de la cité universitaire. OK. Laquelle la cité Riviera 2 Riviera toujours. 2, c'est visible. même Très à bien, la vidéo. d'accord. OK, merci beaucoup Awa Diallo et bravo pour votre parcours. Merci beaucoup. Alors, vous restez, on a terminé l'émission, messieurs, sur une bonne note, n'est-ce pas? C'est week-end, ouais. C'est le début du week-end. Alors, merci beaucoup, mais j'aimerais qu'on puisse encore une fois saluer la mémoire de notre cher Stéphane Zabavi, voilà, qui fait partie de l'écurie des studios Fabrice Sawayan. Nous le saluons. Et je voudrais saluer donc les familles Zabavi et les familles Bateau, voilà, qui ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, Stéphane Zabavi, survenu le 20 novembre 2024 à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Voilà, décès survenu hier à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Et le programme des obsèques vous sera présenté donc ultérieurement, évidemment, sur cette émission. On se fera fort de vous diffuser au fur et à mesure l'agenda des obsèques. Merci beaucoup, Madame Awa Diallo. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et on a fait avec vous votre parcours inspirant. Encore bravo. À tout de suite.
La seconde partie de ce temps d'antenne maintenant sur Live TV. Nos amis sont toujours avec nous. Herman, Dr Barry, Élisée Boloube nous a rejoint en plateau Serge Billet. Serge Billet, journaliste, écrivain, homme de culture, transversal, multitransversal. Il ne fait que créer des belles choses pour la postérité. Justement, le 7 décembre, rendez-vous sur les antennes de Live TV parce qu'en exclusivité, vous aurez son film, Les 7 épouses, non, Les 7 femmes. Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Bande annonce maintenant. Derrière tout grand homme se cache une femme. Derrière Félix Houphouët-Boigny, il eut d'abord Kadi. Elle était la nièce du roi Bouakwasi II. Kadi était musulmane, fervente. Il a fallu, à l'époque, demander l'autorisation des sommités musulmanes de l'époque pour qu'Houphouët puisse épouser Kadi. En 1946, à Paris, Houphouët abolit le travail forcé et les frontières de son cœur. Je dis, Gertie, est-il vrai que Houphouët-Boigny voulait se marier avec toi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas accepté? On n'a pas le même combat. Son combat, faire libérer les prisonniers et soutenir la marche des femmes. Mais la mort le rattrape. Mariage avec Marie-Thérèse en 1952. Elle aimait cuisiner, mais il ne voulait pas la voir à la cuisine. Il fallait qu'elle soit toujours là, et puis elle était toujours belle et tout ça. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec l'indépendance, c'est le règne du bâtisseur, mais aussi du séducteur. Elle m'a fait lire une de ses lettres. Ça disait qu'il l'aimait. Guinée, Mali, Togo. Chez Houphouët, le panafricanisme, c'est aussi une affaire de cœur. Il est répandu dans l'opinion publique que Hampâté a donné sa fille à Houphouët. Des personnes de l'envergure d'Hampâté ne feraient jamais de mal à Thérèse. Le film de Serge Billet, Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny, en exclusivité mondiale sur Live TV le 7 décembre 2024 à 21h. Live TV, diffuseur officiel d'émotions. Live TV, la télé sans filtre. Je ne sais pas si waouh c'est le mot qu'il faut dire, mais en tout cas, bravo. Merci. Mais bravo, on peut l'applaudir. Hein? C'est un chef-d'œuvre. Oh my goodness. Nous sommes impatients d'arriver au 7 décembre. À 21h sur Live TV. On n'a pas encore vu le film en entier, mais déjà les extraits, on est plongé, replongé, mais rapidement dans cette époque, on se retrouverait parmi ces femmes en train d'applaudir, en train de taper ce qu'on appelle le kwakwacha, là, les petits bois. Mais bravo. Alors, est-ce que, je sais que vous êtes déjà passé ici hein, pour parler de ce film. Comment réagissent les élites vis-à-vis justement de la diffusion prochaine de ce film? Déjà à l'annonce du travail que vous avez pu faire. Déjà, comme vous le savez, je m'intéresse très peu aux élites. Je m'intéresse très peu aux politiciens, en tout cas à leur avis. Ce qui est le plus important, c'est l'avis des Ivoiriens. Oui. Hein, parce que nous travaillons d'abord pour le peuple, et d'abord pour le peuple, et après, on peut prendre l'avis des uns et des autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que partout où je passe, les gens disent « on veut voir parce que c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire ». C'est ça. La dernière fois, même le portier de l'hôtel Ivoire m'a dit « mais écoutez, monsieur Billet, je vous tiens la porte parce que je veux que vous me disiez… » Voilà. Donc les gens ont envie de savoir. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans ce pays, on a confisqué l'histoire. On a montré Houphouët d'une certaine façon. Oui. Il reste un grand homme. Pour tout le monde, il reste un grand homme. Mais c'est un grand homme avec ses ombres et ses lumières. Et donc, pendant très longtemps, on l'a montré d'une certaine façon. Et il est temps, peut-être aujourd'hui, que nous fassions le travail dont les jeunes générations ont besoin, de montrer l'homme tel qu'il était, tel qu'il a fonctionné. Et ça, ce n'est qu'une partie du travail que je fais. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que moi, je propose avec le livre, avec le film, avec la comédie musicale. D'autres derrière, des historiens, des chercheurs vont proposer autre chose. Peut-être que demain, on va faire un film ou bien peut-être un livre spécialement sur ce qui s'est passé à Sabou. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. La prison d'Assabou. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses à faire sur Houphouët, en bien comme en moins bien. Mais ça, c'est le travail de mémoire et le travail d'histoire dont les jeunes ont besoin pour ne pas qu'on continue à leur mentir d'une façon ou d'une autre. Herman? La question, c'est tout ça. Revisiter le président Houphouët-Boigny, surtout dans toutes ses relations de cœur. Quel était l'objectif? C'était juste pour informer juste cela, ou bien faire découvrir que… Non, il faut revenir toujours à la base. Un homme politique fut
d'autant qu'il est président de la République, il ne s'appartient plus. Son mandat est un mandat qui appartient au peuple. Et sa personne aussi. Et tout ce qu'il peut faire peut avoir un impact. Par exemple, il faut savoir que pour pouvoir entretenir quelquefois donc, certaines personnes, c'est vos impôts, les impôts de vos parents. Donc ça vous concerne, donc son histoire vous concerne. Naturellement, c'est une partie, du sujet, mais l'autre partie du sujet qui est importante, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que ce film, à 90%, il raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis la lutte pour la décolonisation jusqu'à la mort de Félix Houphouët-Boigny. Mais cette histoire-là, on la raconte en passant par le biais féminin. Mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est racontée. C'est un film d'abord d'histoire. Élisée ? Ok. Moi, je dis un premier commentaire avant de poser la question. En tout cas, je voudrais dire merci à M. Serge Billet, parce que je pense que si, peut-être avant vous, plusieurs personnes avaient commencé à faire un tel exercice, à mon sens, je pense qu'on aurait évité beaucoup de choses. C'est-à-dire, Élisée ? Oui, parce qu'on allait comprendre que nos dirigeants restent avant tout des êtres humains. Donc, il y a aussi des ombres, comme il le dit, et des lumières. Et par conséquent, peut-être ne méritent pas la déification qu'on veut leur apporter. Et donc, on ne doit pas les suivre aveuglement, comme s'ils étaient des dieux. C'est pourquoi je dis que si des gens avaient fait ce travail avant, ça allait peut-être permettre d'avoir une autre manière de fonctionner et éviter un certain nombre de choses. Donc vraiment, c'est le commentaire que je voudrais faire. Pour ça, je voudrais sincèrement vous dire merci. Voilà, de nous ramener à notre histoire. Mais surtout, ça va nous replonger, moi je le dis honnêtement, dans cette Côte d'Ivoire-là, qui était une Côte d'Ivoire qui avait de l'espoir et qui s'affirmait sur le plan international, mais de la meilleure des manières, pas dans les contradictions politiques et dans les bagarres. Et je crois que ça, c'est des éléments qui peuvent marquer l'esprit des Ivoiriens et leur permettre de revenir vraiment à cette essence. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand je vous dis que c'est un film historique, il a fallu aller acheter des archives au Canada, en France, aux États-Unis, partout où on a pu trouver... Est-ce qu'ici, vous avez pu trouver quelque chose en Côte d'Ivoire? Non, il ne faut pas rêver, malheureusement. Donc, trouver ça à l'étranger, des archives extraordinaires, et puis d'autres choses que nous avons travaillé avec l'intelligence artificielle pour pouvoir restituer donc, on vient de voir, des images d'antan. Mais ce qu'il dit est très juste, ça redonne aussi une fierté de ce que nous avons été. Quand vous revoyez le voyage en 62 de Félix Houphouët-Boigny et Marie-Thérèse Houphouët-Boigny à Paris, tous les cortèges qui traversent les Champs-Élysées, et tous les Français qui sont autour et qui applaudissent, qui n'attendent que lui, c'est-à-dire ils sont nombreux. C'est extraordinaire, c'était une autre époque, mais ça montre aussi la place qu'on avait aussi, nous, la Côte d'Ivoire, dans le concert des nations, et puis naturellement le voyage aux États-Unis que tout le monde connaît. Mais tout ça, c'est important aussi de le revoir, parce qu'on s'est tellement englué dans des contradictions, dans des oppositions, mais qui sont d'ailleurs stériles, parce que ce sont des luttes pour le pouvoir, hein, que ce soit RHDP, que ce soit PDCI, que ce soit PPACI, c'est une lutte pour le pouvoir, mais qui à la rigueur ne devrait pas impacter notre vie. Malheureusement, elle impacte notre vie, et voir qu'il était possible de faire autre chose, qu'on avait une autre Côte d'Ivoire qui rayonnait, ça redonne de l'espoir aussi aux jeunes pour se dire on peut retrouver ça demain. C'est ça. Alors, Docteur Barry, ensuite, je m'intéresserai justement aux archives ivoiriennes qui sont à l'extérieur. Docteur Barry. Permettez, Christelle, que je tire un chapeau et j'adresse mes félicitations à mon aîné Serge Billet parce qu'il touche un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais la question de la mémoire en Afrique, ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire, surtout celle concernant nos chefs d'État. Moi, je suis originaire de la Guinée. Je sais les débats que je fais avec certains sur le président Sékou Touré. Voilà, donc c'est une question très sensible. Mais on ne peut pas construire une nation si on ne touche pas la mémoire. Mais justement, est-ce que... D'abord lui répondre à ça. Non seulement c'est très juste ce qui est dit là, mais nous-mêmes, nous souffrons de cela parce que quand on travaille sur ces choses-là, on me dit mais vous n'avez pas autre chose à faire avec la vie chère que de vous intéresser au passé? Mais c'est terrible parce que c'est les réflexions que je rencontre souvent. Moi, malheureusement pour moi, je ne m'intéresse qu'à l'histoire. Le temps présent m'intéresse beaucoup moins. Mais parce que je suis persuadé aussi, je me souviens des conversations que j'avais avec Aimé Césaire en Martinique, mais que le passé, il est important. C'est de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc que des gens comme moi s'intéressent à l'histoire, laissez-nous travailler. Et puis que les autres s'occupent du présent et de l'avenir. Mais nous, on fait le travail sur la mémoire et sur l'histoire. Et en Afrique, malheureusement, la mémoire, c'est zéro. Alors, d'ailleurs, on ne donne pas de moyens pour ça. Justement, est-ce que, pour aller dans le même sens que Barry, la mémoire africaine, à notre décharge africain, c'est peut-être la pesanteur de nos traditions. En Afrique, le chef, il est protégé, il est comme un dieu,
on ne montre pas la nudité entre griffes du chef. Donc parler de ces histoires d'amour, de ces déboires d'amour, est-ce que justement ça ne trahit pas quelque peu nos traditions? C'est faux ce que vous dites parce que c'est une régression qu'il y a dans ce C'est la question que je pose. C'est une régression parce qu'à mon époque, j'étais jeune, sous Oufoué, on parlait déjà de ces personnes-là. On savait qui était donc la belle-fille d'Ampateba, on savait qui était Lapé, Gruditsky, on savait cela. Mais j'ai l'impression... C'était murmuré ou c'était dit tout haut? Non, mais bien sûr, au temps du parti unique, on disait pas ce qu'on voulait. Donc tout le monde savait dans les familles. D'ailleurs, je crois qu'il y a Mad a dit ça l'autre jour, on savait, mais on ne parlait pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, se bâillonner, ça veut dire faire reculer par rapport à l'époque d'avant. Maintenant, nous avons la possibilité de dire, prenons le temps de dire, mais de le dire honnêtement, de le dire intelligemment pour que ces histoires-là soient replacées dans un contexte qui nous permette de connaître l'évolution de la Côte d'Ivoire. Très bien, Barry, on l'a coupé dans son élan, allez-y. En fait, le deuxième point que je voulais toucher, c'est concernant les archives. Parce qu'il a dit, ah oui, d'accord, nos États sont pauvres en archives. Et comment voulez-vous qu'on reconstruise notre histoire, notre parcours? Ils ne sont pas pauvres en archives, ils sont pour employer le mot le plus gentil, c'est négligent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent finalement. Non, moi, ce qui me chagrine le plus, je vous dis, parce que je travaille sur la Côte d'Ivoire depuis des années, c'est que toutes les archives sur notre pays, on les trouve à l'étranger. Toutes les archives, images, vidéos, photos, on les trouve à l'étranger. C'est pas normal. Quand votre pays ne possède pas ses propres archives et ne les entretient pas, c'est comme si quelque part vous étiez amputé de quelque chose. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi remercier la famille de Kadisso, qui m'a ouvert ses portes à la cour royale d'Abengourou et qui m'a donné des photos que personne n'a jamais vues et qui étaient là et qui attendaient que quelqu'un vienne les chercher. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on fasse tout un travail pour aller chercher les archives et les conserver. Très bien. Et c'était la même question que j'allais poser, justement. En Côte d'Ivoire, si on n'a vraiment pas d'archives de notre histoire, celles qui se retrouvent à l'étranger se retrouvent du fait d'entreprises privées ou de... Privées. Il faut payer. Il faut payer pour que vous ayez une idée de ce que ça coûte. Quand vous achetez 1 minute d'image chez Gaumont ou à l'AFP, ça coûte 1 000 €. 1 000 €? 1 minute d'image. Quand vous savez qu'un film fait 52 minutes, quand vous avez entre 20 et 30 minutes d'archives, vous voyez ce que ça coûte. 1 000 € ça fait à peu près combien? 650 000. Voilà, une minute d'image. Voilà. Et qu'eux, ils s'enrichissent constamment, puisqu'il y a plein de chercheurs qui viennent acheter. Et donc, sur 1 minute d'image, ils vous le vendent tant. Donc, quand vous avez 20 à 30 minutes d'image dans un documentaire, vous imaginez ce que ça peut coûter. Fortune. Très bien, en espérant et en sachant que le documentaire ne se vendra jamais à la hauteur de ce qu'il a coûté. Ah bah, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny, justement, Serge Billet. Vous travaillez également sur la comédie musicale et le clip Houphouët et Thérèse. Oui, c'est-à-dire que la comédie musicale que vous avez pu voir au mois de juin, et nous avons été très heureux de pouvoir satisfaire les Ivoiriens qui découvraient donc ce genre dans sa forme moderne, avec ce genre d'histoire, on n'imaginait pas. Il y a eu un très gros succès, donc on a voulu revenir le 14 décembre pour les retardataires, pour ceux qui n'ont pas pu le voir et pour ceux qui veulent le revoir. Donc, la comédie musicale Houphouët revient le 14 décembre au Palais de la Culture et les billets sont déjà en vente. Donc, on sera heureux de retrouver tous les artistes qui ont été formidables, les chanteurs, les danseurs, toute l'équipe, avec donc, le public qui vient voir donc, ce spectacle. L'extrait de la comédie musicale Houphouët et Thérèse, donc en diffusion unique pour le 14, le 14 décembre, donc au Palais de la Culture. Voilà. Au Palais de la Culture. Ensuite, Serge, vous travaillez encore sur un autre projet. Oui, c'est-à-dire que... Aniaba et le Roi Soleil. Non, ce qui est important pour moi, et je l'ai dit quand j'ai démissionné de la télé en Martinique en 2022, j'ai décidé de revenir petit à petit. J'ai dit, je ne viens pas pour me croiser les bras, même si j'ai l'âge canonique où on peut prendre sa retraite. Je viens aussi pour essayer d'apporter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé quand j'étais aux Antilles. C'était des comédies musicales. J'ai fait donc celle notamment dans Nelson Mandela, qu'on a joué au Casino de Paris. Je me suis dit, ce serait bien de voir dans quelle mesure on pourrait créer une filière un peu comédie musicale. Donc avec la troupe, je leur ai dit, on va faire Houphouët, mais derrière Houphouët, il y en a d'autres. Donc on prépare actuellement Aniaba et le Roi Soleil, donc on a déjà fini d'écrire. Donc après le 14 décembre, les artistes rentrent en studio pour enregistrer des chansons. Donc ça, ce sera le 7 juin prochain. On a écrit déjà aussi, on a fini la semaine dernière la comédie musicale sur François Louga, voilà, qui sera jouée en 2026. Voilà, donc on avance pour avoir comme ça un certain nombre de comédies musicales qu'on va jouer sur à peu près 10 ans. 10 ans, très bien. Si Dieu nous prête vie, bien sûr. Sa grâce, en tout cas. Alors le clip est prêt quand même. On va regarder. Aniaba, peut-être, oui. On va regarder et puis on revient pour parler d'Aniaba. D'accord. Regardons. Quand j'étais
croyais tout savoir de la vie. L'amour, je le voyais comme une fleur. Plutôt jolie, protégeante et féminine. Poussez mon paradis. J'aime moins mes cousins que les filles de mes tantes. Protégeante et féminine. Poussez mon paradis. J'aime moins mes cousins que les filles de mes tantes. Ce chevalier de cette dame était galant. Il avait la flamme et le cœur de Don Julian. Le chevalier de cette dame était vaillant. Mais voilà son drame, il avait 10 ans. Quand dans le feu je prenais mon bain, l'après-midi la cousine arrivait et on riait à la folie. Après les mains, je n'étais rien que timide et tout dit, j'oubliais mes copains qui m'écrivent. C'était un gros mélange de genres. Oui, oui, tout à fait. Alors, des mousquetaires. Le coupé décalé à la cour de Louis XIV. Voilà. J'ai voulu vraiment créer ce. C'est formidable. Voilà. En tout cas, on a écrit toutes les chansons déjà. Ouais. Les 50 tableaux, c'est vraiment magnifique. Mais qui est Aniaba? Aniaba pourquoi était un prince. il était important pour vous de jouer Aniaba, bon, Assini, c'est le village de ma grand-mère, donc je suis très attaché à cela. Et Aniaba donc, est originaire d'Assini, c'était un prince, Éotilé, qui a été fait prisonnier par les Essouma, donc à l'époque où il y avait la guerre. Et naturellement, il est parti comme otage en France. Et il est parti très jeune, otage parce que le roi des Essouma, le roi Zéna, avait un accord avec Louis XIV pour que la France puisse construire un fort à Assini. Et donc, dans le cadre de ces échanges, on a envoyé Aniaba. Et Aniaba a rencontré Louis XIV à Versailles. Et il a été fait mousquetaire par Louis XIV. C'est donc le premier mousquetaire noir dans l'histoire de France. Et donc il fait des batailles. Moi j'ai retrouvé dans les archives, parce que j'ai écrit un livre sur lui, dans les archives, il est parti faire des batailles du côté de la Belgique. Il était mousquetaire à cheval, c'est quand même pas rien. Wow. Donc il était mousquetaire à cheval, il a fait des batailles en Belgique. Et puis après il a été nommé capitaine. Et après Louis XIV lui a demandé de revenir prendre le pouvoir à Assini. Donc c'est son histoire qu'on raconte. Mais est-ce que du côté d'Assini, vous avez trouvé quand même des archives parlant de lui? Non, les archives sur... Quand j'ai écrit le bouquin, les archives sur Aniaba, j'ai tout trouvé en France. Voilà. À Assini, bon, il y a la mémoire parlée, mais bon, qui n'est plus vraiment... Mais toutes les vraies archives écrites, y compris par ceux qui ont amené Aniaba, qui sont revenus avec Aniaba donc, à Assini, le père Loyer notamment, toutes ces archives-là sont écrites, et le général Damon, tout est écrit en France. Élysée? On comprend aisément que toutes ces archives-là, oui, parce que vous savez que très longtemps aussi, on a quand même été bercé par la tradition orale. Donc, on a plutôt... Peut-être ça aussi. C'est vrai sans être vrai. Moi, il dit c'est vrai sans être vrai. Je veux tordre le cou à cela. Moi, j'ai travaillé sur un livre qui s'appelle « Quand les Noirs avaient des esclaves blancs ». C'était il y a 10 ans. Merveilleux. Et j'ai été vivre à Tombouctou. Nous avions des archives écrites déjà à Tombouctou dès le XIIIe et le XVe siècle. La bibliothèque de Tombouctou. Voilà, et donc écrites par des Soudanais, des Noirs. Donc nous n'étions pas que dans les archives orales, nous n'étions pas que dans l'oralité, nous étions aussi dans l'écrit. Malheureusement, on a fini par entretenir cette idée fausse que nous, les Noirs, on n'était que dans l'oralité, alors que ce n'est pas vrai. Alors, peut-être que du côté d'Assini, on a moins écrit qu'ailleurs, mais d'une façon générale, les Africains n'étaient pas uniquement portés sur l'oralité. Non, je vous rejoins totalement, c'est ce que je voulais dire en fait. Toujours est-il que l'oralité avait pris un peu le pas sur l'écrit. L'écrit était vraiment un peu circonscrit. Mais moi, je voudrais revenir justement sur la comédie musicale Félix Houphouët-Boigny. J'ai eu le privilège d'assister à la première au Palais de la Culture avec mon épouse. Et franchement, je voudrais encourager les Ivoiriens à aller suivre. Ça vous amène à avoir beaucoup d'humilité. Parce que parfois, surtout pour nos générations et pour nos leaders politiques, on se donne l'impression de tout savoir et d'avoir été les précurseurs des combats et des luttes. Tout à fait. Quand vous regardez la comédie Félix Houphouët-Boigny, vous comprenez que des gens ont souffert pour ce pays, que des gens ont lutté pour construire et donner une identité à ce pays. Et ça vous amène à être humble, à comprendre que pour ce que ces personnes l'ont fait, vous n'avez pas le droit de tout foutre en l'air. Et ça, franchement, je voudrais inviter les Ivoiriens à aller lire, à aller regarder. Moi, le 14 décembre. Il y a eu des moments où je me suis surpris, honnêtement, avec les yeux englués de larmes. Quand je voyais un peu tout ce qui se passait, franchement, je veux vous tirer le chapeau. Mais je pense que c'est une initiative même qui doit être portée, à mon avis, par les pouvoirs publics. Pour l'histoire vraiment de la République, honnêtement. Je n'y compte plus depuis longtemps. Mais ce que moi je veux dire... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, la partie du Houphouët-Boigny que j'aime le plus, c'est celle qui va jusqu'en 1970. Je trouve que ce combat est admirable. C'est pour ça que quand les gens critiquent Houphouët, parce que bon, vous tombez d'un côté sur ceux qui
qui le porte tellement au nu qu'il ne faudrait pas dire quoi que ce soit sur lui. Et puis il y a ceux qui le critiquent, mais vraiment qui ont envie de le vouer aux gémonies. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Il a fait un travail extraordinaire, en tout cas dans la lutte pour la décolonisation. Et c'est important aussi de le dire, c'est important de montrer cela. Et moi j'essaie justement, et c'est le travail que je fais à travers le livre, à travers le film et le documentaire, et le film et la comédie musicale, c'est de dire il faut tout voir chez Houphouët, l'ombre et la lumière. Pour moi, le grand homme est plus grand que ses ombres, mais il faut aussi voir ses ombres, et il faut aussi voir ses lumières. Et pendant cette bataille pour la décolonisation, pour moi, je trouve qu'il était admirable. Très bien. Alors, on revient encore sur ce clip-là, avant de repartir chez Aniaba. Le clip Houphouët Thérèse. Vous aimez beaucoup les histoires d'amour, Serge? Disons que ce qui est important et ce qui est fort dans une comédie musicale, c'est d'abord une histoire d'amour. Oui. C'est toujours la base. Si vous voulez l'écouter, peut-être que... Oui, on va l'écouter et puis on débriefera après. C'est d'abord une histoire d'amour. On va l'écouter. D'accord, ok. Et puis on se fait un petit point après. Je m'appelle Félix Houphouët-Boigny. Je suis né en pays dominé. Et parce qu'on nous a trop volé, je me bats pour mon peuple et mon cœur bat pour Thérèse. J'ai eu si peur, Félix, que tu ne viennes pas. Tu m'as tellement manqué que j'en perdais le sommeil. Sais-tu, ma belle, que tu es la femme que j'aime? Je suis flattée, mais j'aurais préféré être la seule. Je n'aimerai personne d'autre après toi. Regarde le ciel, Félix, il n'y a pas d'étoiles ce soir. C'est normal, Thérèse, les étoiles se sont nichées dans tes yeux. C'était une merveilleuse histoire d'amour. Waouh, c'est super. magnifique. En tout cas, c'était super, très beau clip. Merveilleuse histoire d'amour entre Herman. Je parlais des histoires d'amour entre le premier président et Thérèse, son épouse. C'était magnifique. C'était la question que je voulais poser à notre aîné. Finalement, quand on voit Houphouët, ce grand homme qui a pu gérer le pays, même des luttes africaines, avec cette maestria qu'on lui connaît, finalement, la multiplicité de ces femmes n'a pas dérangé, et puis on n'a pas eu véritablement, si vous n'êtes pas venu fouiller ce pan de l'histoire, on n'a pas vu des crises qui est secouées, où on dit Houphouët a fait ceci, comme souvent on le voit. C'est vrai, sans être vrai ce qu'il dit. Et c'est toujours pareil, je veux dire, tant qu'on n'a pas vu un film, on peut pas... Il y a quand même failli avoir... il y a une crise diplomatique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Où les deux pays ont failli en venir... on a arrêté les Ivoiriens en Guinée, on a arrêté les Guinéens en Côte d'Ivoire, maintenant c'est quelque chose. Tout ça pour une seule femme, voilà, qui était convoitée par les 2 présidents. Donc oui, il y a eu des crises quand même. Mais pourquoi vous me regardez? Alors, le pouvoir ne va pas sans ça, ce que vous nous dites? Tout à fait. Non, mais on le sait depuis toujours. On le sait ici, chez nous, on le sait dans d'autres pays africains, on le sait en Europe. On a vu Louis XIV, on a vu François Mitterrand, on a vu Giscard d'Estaing avec le côté Bokassa et tout. Très bien. Barry? En fait, moi, je voulais revenir sur l'histoire d'Aniaba. Aniaba, merci Barry. En fait, on fait du ping-pong entre C'est une histoire qui me rappelle une lecture que j'ai faite sur un général noir chez Pierre le Grand. Dumas. Je crois que c'est Hannibal Abraham, c'est ça? Oui, oui, d'accord. Il y a eu le général Dumas, c'était en France. Et Abraham, oui, tout à fait. Hannibal, général Hannibal. Donc ça se ressemble un peu. Mais je veux dire, au niveau d'Assini... C'était le grand-père de Pouchkine, du poète Pouchkine. Donc je veux dire, à Assini, dont il est originaire, qu'est-ce qui reste d'Aniaba? Je crois qu'il reste déjà un petit musée qu'ils ont essayé de mettre sur pied. C'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais pour moi, ça mériterait que Assini s'imprègne non seulement d'Aniaba pour en faire un objet de culture, qu'on en fasse quelque chose de grand. Moi, j'essaie de faire à ma modeste façon donc, ce que je suis en train de faire là, mais il faudrait que demain, Assini soit vraiment quelque chose où on essaie d'attirer des gens par cette histoire-là. Aujourd'hui, le tourisme mémoriel, pour nous qui avons été au Sénégal, qui avons été dans plein de pays, notamment au Ghana, le tourisme mémoriel est un tourisme important. Donc venir à faire valoir cette histoire
Agnaba qui part à la cour de Versailles et qui revient. Qui devient mousquetaire. Qui devient mousquetaire, voilà, le premier mousquetaire noir. Comme D'Artagnan et tout. Comme D'Artagnan et tout ça. Athos, Porthos, Aramis. Oui, bien sûr, ça vaut le coup d'en faire quelque chose, un élément de tourisme. Ah ben, on espère en tout cas que le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme pour remporter en tout cas avec la municipalité voilà, qui gère un peu cet endroit-là pour remporter ce projet. Et on vous attend le 14 décembre donc pour Oufoué, le retour de la comédie musicale. On est déjà en salle. Et donc les billets sont en vente partout. Et puis bien sûr le 7 décembre sur votre chaîne. L'exclusivité. L'exclusivité. En tout cas, Serge Billet, merci. C'est toujours un plaisir. Et par la grâce de Dieu, on attendra de voir ce chef-d'œuvre que vous préparez également sur François Louga. Oui. Et peut-être qu'il y aura Baïs Pinto après, Aïcha, enfin bref, parce que François Louga a tellement de choses qui ont été dites. Vous savez, tout ça, c'est une question de moyens. C'est clair. J'ai peu de moyens, la personne qui travaille avec moi a peu de moyens, mais avec nos moyens, on essaye de se battre pour pouvoir le faire. Voilà. Peut-être qu'un jour, effectivement, comme vous dites, les pouvoirs publics vont dire « Ah tiens, ce serait peut-être bien de les aider. Voilà. » C'est mais clair. Bon, un de ces jours. En plus, moi, c'est même pas vous qui les aident. C'est eux-mêmes qui les aident, en fait. Parce que plus on a la mémoire collective, plus ça. Et la population ivoirienne, dès lors qu'on veut qu'elle connaisse son histoire. C'est ce que je dis, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Serge Billet. Merci d'être venu et bravo. Herman, merci. C'est un larme. Barry, merci Christelle. Élisée, merci. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir et bon week-end.